Hello. Bonjour. Bonjour. On m'a demandé de venir ici pour vous parler des finances. J'aimerais le faire en vous parlant d'histoire. C'est peut-être une des choses qui reste au monde et qui est plus puissant que la finance, les histoires. Les histoires racontent les limites du monde et diront à la finance ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Les histoires que l'on raconte aujourd'hui créent le monde de demain. Par exemple, il y en a deux, merveilleux. L'histoire qui raconte que certaines personnes sont nées supérieures, c'est une histoire qui a modelé notre monde depuis des milliers d'années. Ou le rêve américain, que le rêve américain peut soutenir le monde. Ces histoires créent notre monde. Et mon histoire commence en 1973. Je suis née à Washington, D.C., l'hôpital George Washington, né dans un endroit où je pouvais hériter du monde et du rêve américain. Regardez ici. Depuis 1946 jusqu'à ma naissance en 1973, la productivité aux États-Unis a augmenté de façon extraordinaire, 100%. Voilà, des gains de productivité, pas du tout artificiels en termes de bourse. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que la moyenne que les gens ramenaient chez eux a augmenté de la même manière. Donc les gains de la prospérité économique étaient partagés effectivement avec les personnes, avec la masse. Et le rêve américain touchait le ciel. Et ce rêve a captivé le monde. De Singapour jusqu'à Santiago du Chili, jusqu'en Afrique du Sud, et jusque en Union soviétique, c'est un rêve qui a modelé notre monde. Le problème de ce rêve, c'est qu'en fait, il a commencé à devenir, de perdre sa réalité. La productivité américaine a continué à augmenter, comme avant et jusqu'à maintenant. Et cette productivité a même accéléré. Mais l'année où je suis née, les revenus moyens des familles étaient en divergence complète avec la productivité. Et actuellement, elle reste plate. Et la prospérité américaine, pour l'Américain moyen, a décliné pour inclure des mesures comme les dettes moyennes des familles. Et donc le rêve, l'histoire du rêve américain a explosé, n'existe plus. Cette histoire qui modelait le monde est en train de disparaître. Bon, vous pouvez penser qu'il s'agit d'une histoire typiquement américaine, mais en fait non. C'est plutôt que ça se passe aux États-Unis avant ailleurs. Et que les États-Unis d'Amérique sont simplement un terrain expérimental de ce qui va se passer ailleurs dans le monde et que ce qui se passe maintenant, eh bien ça, on le retrouvera ailleurs dans le monde. Et vous pourriez poser la question suivante. Pourquoi est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a ce glissement et que la fortune de l'Américain moyen change? Il y a un point tout à fait positif à prendre en compte. Malgré cette chute, voyons si je peux vous l'afficher. Allez, encore une fois, c'est la finance. Eh oui. Et vous verrez, depuis l'année de ma naissance, donc depuis 1947 jusqu'en 1973, la part de finances des profits corporate et profits d'entreprise sont restés à peu près stables. C'est en mauve ici. Et puis, juste après ma naissance, on a vu une augmentation et cette ligne rejoint celle de la productivité. En fait, elle a fait l'opposé de ce que les revenus de famille moyens faisaient à l'époque. Alors, si ça paraît causal, pourquoi pas?
Beaucoup d'économistes ont dit que c'était le cas et que les gains dans l'économie des États-Unis ont été totalement capturés par l'industrie de la finance. Mais j'aimerais vous raconter une histoire, ou toujours la même, mais différemment. En fait, ce sont les gens, les valeurs auxquelles ces personnes tiennent, y compris la planète, sont capturées, sont coincées dans les grands livres du monde. Et tout ce qui est salaire et dépenses, tout ceci, c'est pour le dieu des profits. Et nous sommes maintenant à l'époque où c'est la finance qui règne. Et pour comprendre totalement cette histoire, il faut comprendre que ça va au-delà. Il s'agit de la mort de tout ce à quoi nous tenions jusqu'à présent, parce que tout maintenant est lié à la poursuite des profits. Les profits avant tout. Et il s'agit maintenant de notre survie. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire que j'ai entendue racontée par les gens dans le monde entier. L'histoire, c'est la suivante. C'est que l'histoire maintenant, l'histoire actuelle, c'est que le profit prime par-dessus tout le reste. Et s'il existait une autre histoire, et si l'histoire est telle que le rendement que nous cherchons va au-delà de la finance, et où les gens et les valeurs qui sont importantes pour nous dominent. Et les finances ne sont qu'un moyen pour atteindre une fin. Alors, ce n'est pas une histoire qu'on raconte le soir en couchant les enfants. Non, pas du tout. Mais s'il s'agissait d'une histoire où notre économie, et pas seulement notre gouvernement démocratique, où les gens ne sont pas coincés dans des grands livres de comptes, mais sont des acteurs de leur monde, et où la finance, plutôt qu'être une fin en soi, est un outil qui aide les gens à atteindre ces valeurs qu'ils recherchent. C'est cette histoire-là que je veux vous raconter. Alors, est-ce que c'est juste une idée, ça ne se passera jamais, c'est trop beau? Eh bien, je vais remettre les pieds sur terre et vous dire, vous savez, c'est déjà en train de se passer. Eh bien, il y a une coopérative qui existe, une coopérative de Windows. Windows, eh bien, c'est fantastique, Windows. Les fenêtres, c'est très bon. Il n'y a pas de concurrence qui vient de l'étranger et les propriétaires étaient contents. Et il y en a un qui faisait certaines choses. Il y avait toutes sortes de compagnies, d'entreprises qui étaient des entreprises coquilles. Et puis il y en a un en prison, il y en a un qui paye beaucoup maintenant. Mais les salariés, eux, ne sont pas prêts à être des pions sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Et les salariés ont décidé, et c'est la première fois depuis 25 ans que ça s'est passé, les salariés ont occupé leur usine. Et c'était en plein cœur de la crise financière. Et le public américain a été très intrigué par ce qui se passait là. Le public, le grand public, était prêt il connaissait les usines que l'on fermait, les gens qui se retrouvaient à la rue. Et là, on avait des salariés qui étaient prêts à écrire leur propre histoire. Et ils ont gagné. Ils ont reçu tout ce qui leur était dû. Et ensuite, ils ont quitté l'usine et l'usine s'est fermée. Mais une fois qu'ils sont devenus des acteurs, ils ne pouvaient plus accepter d'être de nouveau des pions. Et donc, ils ont décidé de rouvrir cette usine eux-mêmes. Ils le feraient ensemble, de façon démocratique. Ils sont venus nous voir, le monde du travail, pour les aider à arriver à ça. Et en fournissant les capitaux dont ces salariés avaient besoin pour ouvrir leur usine, nous avons renversé les règles habituelles de la finance. Nous avons pris des personnes qui n'étaient que des coûts et ils sont devenus des propriétaires et des acteurs. Et on va parler de leur histoire, l'histoire de ces gens-là. En 2008, les travailleurs de la République Windows Je suis prêt à être arrêté par la police s'il faut.
On est là depuis hier. Et on s'en va pas. On reste là. Et puis les médias sont arrivés, évidemment. Et ils ont... Même les présentateurs de télévision n'étaient pas prêts à parler en faveur des banques. Parce que la Banque de l'Amérique, par exemple, a utilisé les fonds qui appartenaient aux travailleurs. Je crois que quand on voit cette situation des travailleurs à Chicago, ils ont parfaitement raison, dit Obama. Il a dit « Je suis avec vous ». On est allé bien au-delà de ce qu'on avait imaginé. Donc là, maintenant, on en est à rêver un peu. On a même eu une conversation. On disait, et si on essayait de transférer ici comme une coopérative? Mais bon, on n'a pas d'argent, on n'est pas des capitalistes. Et puis, il y a eu une conversation. Mais ce sont les salariés qui réfléchissent à ça. C'est difficile si toute la vie, on vous dit, mais non, les choses sont comme ça, et c'est pas autrement. Et tout d'un coup, de se dire, mais non, je peux réfléchir autrement. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'important. Et ça fait peur. 3 années plus tard, ces salariés, il y a 5 ans, ont été dans les nouvelles. Et maintenant, ils sont les nouveaux propriétaires. Regardez l'usine. Vous aurez une idée de ce qui va se passer ici. C'est une des coopératives aux États-Unis. Notre avenir, nos vies ne peuvent pas toujours être entre les mains des autres. On peut prendre nos destins en main. Oui, on leur a donné des possibilités. Donc, s'il vous plaît, achetez des fenêtres, achetez encore des fenêtres. Quand je suis venue ici pour la première fois, c'était en 1973. Et je suis venue pour travailler. J'ai commencé à travailler dans les usines, dans les restaurants. Et je n'aurais jamais pu imaginer que j'en arriverais à ce point où je suis maintenant dans une coopérative. Et vous voyez, vous vous rendez compte? Bon, tout le monde avait son opinion bien particulière, mais on a discuté, et puis après on savait ce qu'on voulait faire. Parce que d'être le propriétaire, c'est fantastique. Ça apporte beaucoup. Voilà, maintenant on est tous assis autour de la même table. Mais autrement, on est tous d'un côté et puis les autres de l'autre. Non, là c'est tellement mieux. C'est tellement fantastique que je suis pleine d'émotions, j'ai envie de pleurer. Et dans cette histoire, ce que je dois dire, c'est que lorsque l'usine a fermé, toutes les institutions financières se sont détournées d'eux. Mais nous avons apporté les capitaux et on les a autorisés ou leur avons permis, si vous voulez, leur donner la capacité de devenir propriétaires. Ils ont commencé par déménager tout dans un lieu moins cher. Et du coup, ils ont remboursé 20% du coût de l'investissement. Et ensuite, ils ont commencé à concevoir un atelier plus rapide, plus efficace que l'ancien. Ils ont mis les appareils, ils ont monté l'électricité, ils ont lancé toutes les machines. Et maintenant, ils fabriquent des fenêtres, pas n'importe quelle fenêtre. Les fenêtres qui sont les meilleures et les moins chères de Chicago. Et ce n'est pas moi qui vous dis ça, c'est ce que les clients disent. Et à partir de ces cendres, on voit un phénix qui renaît. Eh bien, on voit que c'est le potentiel qui vient des migrants et de travailleurs des groupes minoritaires. Pourquoi ça ne pouvait pas se passer comme ça avant? Bien sûr, il faut des compétences, on est bien d'accord. Il faut être conscient, il faut des opportunités, mais le vrai problème, la plus grande barrière, c'est la finance. Et sans un capital de base, on ne peut pas acheter ou construire une usine. Et lorsque la finance traditionnelle a regardé ces travailleurs et ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont vu, c'était des coûts, rien. Il n'y avait pas de raison d'investir. Et voilà pourquoi le paradigme, il faut le faire éclater, et c'est là-dessus que nous travaillons.
lorsque le monde du travail a regardé ceci, nous, on n'a pas regardé. Donc, Working World, c'est notre groupe. On a vu, non pas des coûts, mais des opportunités, la manière dont ces personnes pouvaient ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Et en fait, il ne suffira pas que le monde de la finance entende parler de cette histoire et de comprendre comment y arriver. Non. Mais la finance, qui est conçue pour son propre profit, ne nous donnera jamais l'avantage public qu'il nous faut. La finance voudra toujours extraire, posséder. Il faut concevoir la finance pour notre profit à tous. Alors nous deviendrons à la fois propriétaires et acteurs dans le monde que nous créerons. Et donc, je sais que c'est une histoire surprenante. Et cette histoire suffit. Mais je pourrais vous dire aussi qu'elle n'est pas si unique que ça. En fait, il y en a des milliers des histoires comme celle-là. Comme celle dans la ville de Buenos Aires. Il y en a plus d'une centaine de ces histoires que l'on peut raconter. Très vite, l'histoire d'Argentine. Quand l'Argentine a eu une chute complète de son économie, beaucoup d'usines ont fermé. Quand elles ont été fermées, des douzaines de salariés ont demandé à avoir le contrôle de leurs usines et à faire fonctionner ça de façon démocratique. Et maintenant, il y a plus d'une centaine de nouvelles zones. Et c'est là que le monde du travail s'est lancé. Ils ont recommencé à créer leurs propres finances qui seraient prêts à être subordonnées aux besoins des travailleurs, tant que ça peut être fait de façon prudente. Et cette histoire n'est pas une histoire unique ou juste, il n'y a pas quelques exemples. Non, moi j'ai aidé à ce que des milliers de salariés passent d'un état passif à un rôle actif. Ce que nous avons fait, nous, à Working World, c'est qu'on a travaillé avec plus de 150 usines. Elles ont représenté 715 investissements. Tous ces investissements représentent 98 qui sont arrivés à maturité. Des entreprises qui appartenaient à des salariés. Et 100% des retours sur investissement provenaient des profits sur les produits. Il n'y a jamais eu de source collatérale, d'autres ressources. Jamais, non, uniquement. Et donc, je vous lance un défi. Trouvez-moi une autre organisation financière qui peut se targuer de ceci, où les gens peuvent être des acteurs. Eh bien, quand ils sont acteurs, il y a un potentiel immense auquel on a accès. Et à peu près 80 000 personnes ont été touchées par Working World. Ça, c'était notre pilote. Maintenant, ce qu'on veut, c'est passer de 10 à 100 fois plus. Nous ne sommes pas les seuls à faire ceci en Argentine, au Nicaragua, aux États-Unis où nous travaillons. Il y a des dizaines, des douzaines de partenaires avec qui nous devons travailler. Des fédérations, des coopératives, des travailleurs, des incubateurs d'entreprises qui travaillent avec nous, des réseaux de conseillers, de pairs qui travaillent avec nous, des militants qui poussent au niveau, à la base, pour faire changer les choses. Tous ensemble, ils deviennent des acteurs. Et les 80 000 deviendront 800 000. Et alors 8 millions. Et une fois que nous pourrons toucher ces 8 millions, eh bien, à ce moment-là, tout est possible. Et cette histoire, eh bien, ce sera peut-être que les gens arriveront à ne plus être coincés dans les grands livres de comptes. Mais la meilleure manière de décrire cette histoire maintenant, c'est de dire que nous sommes à un croisement. Un croisement entre les États-Unis post-industriels ou le monde post-industriel. Est-ce qu'on va continuer à appliquer cette même logique dont la fin sera retomber dans une société à deux classes, une terre vaincue? Est-ce qu'on peut changer l'histoire qui est là? Est-ce que la finance peut donner un peu lâcher du lest? Est-ce que les salariés pourront devenir des acteurs, des propriétaires au lieu d'être passifs? Est-ce que notre économie peut devenir démocratique? Il est difficile d'introduire des changements, mais c'est à nous que revient ce choix. Et Working World a déjà fait un autre investissement pendant le temps que moi je passe ici. Et mes amis à New Era continuent à me dire que l'histoire de l'avenir, eh bien, c'est à nous de l'écrire. Merci.